bonsoir, merci d'être présent chez Filigrane en ce vendredi soir pour la présentation du livre Universal War II, le tome 1, Le temps du désert aux éditions Casterman, en présence de l'auteur Denis Bajram. Denis Bajram, bonsoir. Bonsoir, désolé je bois un peu ma bière. Mais... Faites. Alors, pour parler d'Universal War II, donc il y a le deuxième cycle, il faut parler un tout petit peu d'Universal War I. Alors on va le résumer en très gros pour les gens qui l'ont pas lu, parce que révéler tout ce qui se passe dans Universal War I, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ça parle d'une escadrille d'officiers, traduits en cours martial, qui ont une chance de se racheter en intégrant un escadron qui est appelé Purgatory, et où ils vont se retrouver confrontés à des missions plutôt périlleuses, et vont en très gros devoir choisir un peu ce qu'ils sauvent entre la Terre, l'humanité et le système solaire. Voilà, alors le second cycle, lui, raconte l'histoire des descendants de cette escadrille, en tout cas des descendants des personnages de cette escadrille, ou du moins de certains de ces personnages. Alors, dans le premier cycle, celui qu'on peut considérer comme le personnage principal, c'est Kalish, qui est un des protagonistes de cette escadrille Purgatory. Et les personnages secondaires sont assez vite tous déterminés. Donc c'est les personnages de cette escadrille, et dès le premier tome, on sait qui ils sont. Moi j'ai trouvé que dans le premier tome de Universal War II, c'était moins prégnant. On tourne plus autour du personnage central qui est Théa. Les personnages secondaires, on sent que c'est plutôt une mise en place pour la suite. Et je me suis demandé si c'était voulu, si c'était une volonté de se démarquer, de ne pas faire un Universal War I bis. En fait, c'est assez amusant parce que les gens me parlent du tome 1 d'Universal War I, comme s'il contenait déjà tout ce qu'il y a dans le site de la série. Quand il est sorti à l'époque, on m'a dit il y a trop de personnages, on ne sait pas qui ils sont, donc ils ne sont pas déterminés, et on ne sait pas qui va être le héros, à part que si, on sait, il s'appelle Balti, mais il est mort à la fin du tome 1. Donc de fait, la lecture que les gens ont maintenant, évidemment, elle concentre les 6 tomes, et ils savent que le personnage qui va se détacher est Kalish. Et sur le tome 1 d'Universal War II, en fait, évidemment, pour l'instant, il n'y a pas toutes ces strates qui vont être ajoutées par chaque tome, qui vont faire qu'on va comprendre qui sont pleinement et totalement les personnages que je présente. J'en présente déjà 2, qui seront rejoints par d'autres dès le tome 2. Alors il y avait l'envie de ne pas rejouer l'équipe. Alors dans Universal War I, j'étais parti d'un concept, quand j'avais défini la série, une envie de faire du X-Men, on va dire. Alors non pas de faire des super-héros bondissants en collant, mais d'avoir une équipe en interaction que les événements allaient obliger à changer personnellement et pas dans le même sens. C'est une des forces des équipes de personnages. Alors ça pourrait être vrai pour le Club des 5, entre guillemets, mais que moi j'avais apprécié en tant que lecteur dans ma jeunesse sur les X-Men, c'était cette capacité à avoir tous les caractères humains réunis en un seul événement, et de pouvoir suivre la réaction de chacun par rapport à la peur, la colère, la revanche, la fuite, la passivité, enfin, etc. Il est hors de question de refaire la même chose dans Universal War II, parce qu'il est hors de question de refaire Universal War I. J'ai déjà fait ces albums. Je ne vais pas refaire un second tour dessus. Les gens qui veulent relire une deuxième fois Universal War I, ils ont déjà l'album, ils peuvent aller le relire. Donc très vite, quand j'avais écrit tout en 97, parce que l'ensemble du squelette est écrit depuis cette époque-là, quand j'avais décidé de couper toute l'histoire que j'avais conçue d'un coup au départ en 3 séquences, je m'étais déterminé pour revenir quasiment sur un personnage unique, en tout cas au début, Universal War II, pour ne pas avoir cette facilité de présenter tous les caractères et de devoir le faire à travers ce personnage, parce que c'est un exercice d'écriture aussi. À chaque fois, si je ne me provoque pas quand j'écris, je vais commencer à ronronner. Je n'ai pas envie de faire le même livre toute ma vie. Il y a des auteurs qui font ça, hein, et même des grands auteurs, et il y a des gens qui apprécient ça, mais moi, mon tempérament, c'est quand c'est fait, c'est fait. Je trouve ça déjà assez difficile de durer, mais alors durer en se répétant, c'est sans doute ce que je peux imaginer de pire. Voilà, donc ce personnage unique, c'est vraiment une réponse à la certitude que j'avais en 97, que si je faisais 6 tomes avec une équipe, il faudrait que je revienne à un personnage unique. Alors Vidon, le second qu'on voit là, qui est un peu le méchant, même si il n'est pas bien méchant, il est juste désagréable. Il était dans le scénario, il est un peu monté en puissance, parce qu'au fur et à mesure que je l'écrivais, en fait il s'appelait pas Vidon dans le premier scénario. Vidon, c'est le nom d'un connard que j'ai connu à l'école. Et en lui collant ce nom-là, je me suis dit « Ah !» Je l'ai vu d'un seul coup. Et il est un peu monté en piquant dans l'histoire, parce que je me suis rappelé de ce comportement de cet abruti
prétentieux, c'était le gars le plus prétentieux de... C'était en quoi? Je devais être en France en seconde. Alors, je sais pas ce que ça fait ici, mais pour compter à l'envers, mais ça doit être la première ou la voilà. Et il était le fils du médecin du coin et il était persuadé qu'il avait inventé l'univers à lui tout seul et il parlait aux gens comme si tous étaient ses inférieurs. Et en lui donnant ce nom-là, son nom de famille, le pauvre, hein, je peux en parler en Belgique, j'en parlerai pas en France parce que si un jour il l'entend, il va hurler. J'espère qu'il a quand même progressé depuis. Mais en lui donnant ce nom-là, tout d'un coup le personnage a pris de l'importance. Alors, vous voyez, ça c'est ma manière d'écrire. C'est-à-dire qu'il y a un squelette qui a été écrit en 97, qui est vraiment un grand peu de cul avec tous les os, les pattes. Alors il a pas mal de pattes, hein, parce qu'en 18 tomes, c'est plutôt une chenille, hein, mais bon. Mais après, je rajoute la chair. Alors la chair, au départ, je m'étais dit, il ne faut pas que je la mette, parce que la chair, ça va pourrir avec le temps. C'est-à-dire que dans 20 ans, quand j'aurai fini, comment je pourrais être encore attaché à la chair que j'aurais mis à l'âge de 27 ans, quand j'en aurai 40, 50 peut-être. Donc maintenant, je rajoute la chair à chaque fois sur chaque tome que je reprends. Et donc la chair, là, par exemple, c'est donner un nom à un personnage secondaire. Lui changer son nom, parce qu'il en avait un évidemment dans l'histoire, mais il s'appelait Monsieur A ou Monsieur B, j'allais dire. Mais en lui donnant un nom, il prend vie. Et alors, avec ce nom-là, d'un seul coup, j'ai réussi à l'incarner, à le voir et à le haïr un peu plus que ce que j'avais pensé au départ et à lui donner sa vie. De la même manière que, par exemple, Théa, c'était un homme dans le scénario original. Parce que quelque part, c'était l'héritier de Kalish. Donc c'était un Kalish jeune, maigre, en pleine forme, avant la bière, en gros, quoi. Avant l'abus de bière, en tout cas. Et quand j'ai fait le premier storyboard, quand j'ai commencé à travailler sur UW2, je me suis aperçu que c'était Kalish et que je l'avais déjà fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est bon, c'est fait, c'est pas parce qu'il est maigre qu'il est différent. Et il m'a fallu quelques temps, mais au moment où j'ai pensé que ça pouvait être une femme, donner ce caractère de rebelle à une femme dans une société où on dit souvent aux femmes de bien ranger chez elles, de se tenir bien et d'avoir les pieds bien joints, ça provoquait tout de suite une rupture qui, moi, allait me nourrir au moment où j'allais écrire le personnage. En plus, j'ai 5 sœurs, donc les modèles de femmes, j'ai même une emmerdeuse dans le lot, donc c'est bien, je peux me nourrir de ça. Alors moi, vous faites quelque chose que j'aime beaucoup pour m'occuper du rayon SF ici. Vous évoquez un thème qui est archi développé dans la littérature de science-fiction, aussi bien en BD qu'en roman. C'est les problèmes de spatio-temporalité et de voyage dans le temps. Et à la fin de l'ouvrage, parce que chez Casterman, on fait bien les choses, soit l'édition normale, soit l'édition premium. Moi, ça m'a beaucoup fait rire qu'on appelle ça édition premium, ça me fait penser à un DVD. Donc ça m'a assez marqué. Mais donc dedans, vous expliquez que quand vous étiez jeune, vous avez eu pas mal d'influences. Vous citez donc Herbert pour Dune, Orwell pour 1984, Hergé, Jules Verne, des films aussi, James Cameron, visiblement. Je suppose que Alien, c'est celui-là, et pour Terminator. Donc, c'est plutôt Terminator, parce qu'il a fait Alien, la séquelle d'Alien, qui est déjà moins bien que l'original. Ridley Scott pour l'Alien Non, pas Ridley Scott, Alien. Parce que, après, je suis moins convaincu par la suite de sa carrière. Donc, okay. Voilà. Et moi, c'est bizarre, parce qu'il il y a un passage, en tout cas dans le premier cycle, hein, qui m'a fait penser, moi, à Robert Zemeckis et Retour vers le futur, parce qu'à un moment, Kalish explique les 3 possibilités du saut dans le temps. Et il y en a une, les univers parallèles, qui est celle qui est développée dans Retour vers le futur. Et je me suis dit, tiens, le lecteur aussi trouve leur influence à eux dans vos tomes. Mais en l'occurrence, il y a le Retour vers le futur est plusieurs fois involontairement ou volontairement cité. Par exemple, il y a une scène où on voit... alors, pour revenir à ce qu'est Universal War One, je me retrouve en situation de vulgariser des concepts scientifiques que j'ai inventés parfois. Ce qui est une situation assez ambiguë. N'allez pas trop vite, vous avez paumé mes questions après. Voilà. Non, mais alors... Et donc, je dois expliquer aux gens des choses assez compliquées, avec peu de pages, peu de temps, peu de dialogue, de manière claire. Alors, il y a 2 solutions. On explique vraiment, et alors on consomme 10 pages du bouquin à ça. Ce que j'aurais fait si j'avais écrit un roman de science-fiction, j'ai toujours un peu le regret de ne pas avoir un clone pour faire... Non, il faudrait que j'ai un clone, j'ai pas le temps, quoi. C'est une question de temps. La bande dessinée, ça dévore un temps monstrueux. Donc, je choisis une autre solution, c'est que j'explique très rapidement, quitte à ne pas être compris sans relire 3 ou 4 fois l'explication, et j'entoure ça d'une impression que c'est bien expliqué. Alors, j'explique. Pourquoi ? J'avais constaté ça justement dans le Retour vers le futur 2. Abracadabrant, ils sautent de variantes dans le temps, ils remontent dans le temps, ils remodifient, ils vont à gauche, à droite, et à un moment, il y a Doc qui fait « Hey Marty !» Il va au tableau, il fait un schéma.
Exactement, moi ça m'a fait exactement penser à ça, Voilà. notamment parce que votre BD, Kalish fait ça avec, Voilà. avec ses mains, et c'est la ligne d'en retour vers le... Exactement, et bien c'est cette scène-là. Et il explique comment ça marche. Quand on regarde de près, comme Retour vers le futur 2 est totalement incohérent, il explique un truc totalement incohérent, et on a l'impression d'avoir compris. C'est-à-dire que Zemeckis a été très fort, il nous dit « faites-moi confiance, ça marche ». Et on lui fait confiance, que Doc est très sympathique, il fait ça avec des effets, et quelque part, on passe à la suite en se disant « bon, ça doit être bon ». Et moi j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'explique très sérieusement, alors là je suis beaucoup plus sérieux que Zemeckis, je fais que ça marche, et j'entoure ça d'une petite coquille de présentation qui, même si on n'a pas compris l'explication, donne l'impression que c'est bon. Comme ça, les gens qui ne veulent pas faire l'effort, et je comprends ça parce qu'on n'est pas là pour toujours, quand on lit une bande dessinée, pour se taper le pinceau. Donc les gens me font confiance au récit et ça continue, et j'ai vraiment piqué ça à Zemeckis. Et après, j'espère qu'en y revenant la seconde fois, la troisième fois, parfois j'ai croisé des élèves en école d'ingénieur qui viennent me voir en disant « ah mais j'ai vérifié, hein, ça marche ». Ils ont des schémas comme ça, encore plus gros que les miens et tout. Et voilà, j'essaie d'avoir les deux, c'est-à-dire la facilité, et puis on peut creuser et s'apercevoir que ça marche, quoi, voilà. Donc Robert Zemeckis, en effet. Alors donc, à part lui, moi je me suis demandé si, à part celle que vous citez dans l'édition premium, et Robert Zemeckis, est-ce qu'il y en avait d'autres qui sont vraiment prégnantes dans votre... Alors, j'ai un gros problème, c'est quand on me demande de dire mes influences, on est parti pour 2 heures. Parce que, il faut expliquer, c'est un peu lié à un contexte familial. Je suis né dans une famille avec 5 sœurs, famille catholique assez rigide, dans laquelle on ne regardait pas la télé. Parce que la télé, c'était le mal. Pourtant, quand on regarde la télé de l'époque, à côté de ce qu'on fait maintenant, c'était France Culture, quoi. Donc, on ne regardait pas la télé, donc on lisait beaucoup. Alors, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu de littérature classique pour enfants. Quand Ségur à l'âge de 6 ans, Arsène Lupin à l'âge de 8, enfin, etc. Et il y a eu une révélation, quand j'étais jeune ado, ça a été la science-fiction. Et j'ai vidé le fonds de science-fiction de toutes les bibliothèques de la région. J'ai lu des milliers de romans de science-fiction entre l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans. De temps en temps, on parle avec Valérie, on a une grosse bibliothèque de science-fiction à la maison, mais de temps en temps, je fais « ah mais oui, je l'ai lu ». C'est des souvenirs qu'on 30 ans maintenant, mais... Et ça m'a passionné. Ça m'a construit parce que j'avais un côté mathématicien qui prenait son plaisir dans la logique de la SF, mais il y avait l'évasion, évidemment. Ce garçon dans cette famille un peu rigide, il faut être honnête, avec ses 5 sœurs, qui donc s'enfermait dans sa chambre, faisait ses petits dessins et lisait de la science-fiction pour traverser l'univers depuis cette chambre. Donc ça, c'est une influence énorme. Mais à côté, évidemment, il y a cette culture classique que j'ai acquis dans cette famille classique, donc littérature. Alors dans mon école catholique, il y avait le ciné-club. Alors c'était le ciné-club. Hein. Quand on regardait Le Parrain, c'était le film d'action, quoi. Mais c'est bien parce que ça m'a forgé une culture classique très forte. Alors je faisais du latin, du grec. Alors il y a ce garçon très à la limite, on va dire culturé même, au sens où c'est même pas cultivé, c'est de la culture pour elle-même, en résonance avec elle-même. Donc celui qui a fini par, à 20 ans, se passionner pour Proust, le lire 3 fois, etc. Donc c'est 2 influences totalement antinomiques. Il y a le gars qui découvre les comics américains de super-héros après la science-fiction, à l'âge de 14 ans, et qui va la rêver. Je pense que c'est lié à l'adolescence. Hein. J'étais donc seul dans ma chambre, pas très costaud, et d'un seul coup on me disait « ouais, mais si une araignée te pique, tu vas devenir quelqu'un d'autre, quoi. Tu vas pouvoir t'envoler, sauver l'humanité 3 fois, etc. » Donc il y a eu le super-héros, et je suis tombé, il faut être honnête, dans une époque où Marvel Comics faisait des merveilles. Entre autres, tous les films actuels, une partie vient de cette époque des années 80, des X-Men de Claremont et Byrne, etc. Donc hop, réembarqué. Ça s'est fini, cette période-là, sur Watchmen, V pour Vendetta, donc les chefs-d'œuvre de la BD anglo-saxonne des années 80. Petite parenthèse, grâce aux films, qui sont bons ou pas bons selon les cas, ils sont réédités. Donc voilà. Ça, c'est quand même une bonne chose pour tous ceux qui veulent découvrir des comics. Ils font des rééditions qui sont très bien faites. J'ai eu la chance, donc, quand j'avais 20 ans, on était à la fin de la publication de toutes ces choses-là. Alan Moore, scénariste anglais, est l'équivalent à la BD réaliste de ce que Goscinny est à la BD d'humour, c'est-à-dire un pur génie. Si vous n'avez pas encore lu Watchmen ou V pour Vendetta, qui sont des points d'entrée dans son œuvre, n'hésitez pas une seconde, c'est incroyablement intelligent. C'est le fait que dans Universal War 1 et tout, j'ai essayé de mettre le plus de strates possible, à la fois du scientifique, du social, de l'humain, du religieux, des références, ça vient d'Alan Moore. J'ai compris que chez Alan Moore, c'était faisable. Et voilà, donc il y a eu ça.
Et ainsi de suite. J'ai eu la chance comme ça d'être composé en strat. Alors donc on me demande des influences. Je suis obligé de mettre dans la même phrase Frank Herbert de Dune, Dune de Frank Herbert, pardon, Proust, et puis oui, si je veux être honnête, quoi, parce que j'ai besoin de citer un groupe de punk et de parler de Bach. Quoi. Donc c'est le grand écart permanent. Alors c'est un côté un peu prétentieux en plus. C'est pour ça qu'à un moment je le faisais pas, parce qu'il y a un côté il aime tout, il n'aime rien. Mais de fait, j'ai toujours été un garçon très seul qui a énormément dévoré toute la culture de la pop la plus pop. Jusqu'aux choses les plus pointues. Donc c'est assez... c'est un bain comme ça. Alors en cinéma, si on me demande mon film préféré, je suis pétrifié, quoi. Est-ce que ça doit être un film d'avant-garde ou est-ce qu'il faut que j'ai l'honnêteté d'aller sortir un truc très grand public sans avoir peur, genre Laurence d'Arabie est-ce que le meilleur film du monde c'est Laurence d'Arabie ou est-ce que c'est un film obscur de Murnau? Enfin voilà, quoi. Mais tout ça me plaît, et tout ça me nourrit. Dans Universal War One, mon rêve, ce serait de réussir à synthétiser tout ça. C'est pas possible, hein. Mais d'avoir un premier accès pop, Star Wars, on va dire même, hein, des codes que tout le monde connaît, et puis d'emmener les gens... à un moment, il y a une citation de Proust. J'espère qu'il y a des gens qui ont été voir à quoi elle correspondait dans l'œuvre de Proust. J'espère qu'il y en a eu un. J'aurais gagné ma journée, quoi. Voilà, c'est vraiment cette envie d'avoir ce panel complet. Alors, moi je trouve que votre palette de couleurs, pour parler un petit peu terre à terre, coloris, voilà, elle a changé et ça se voit dès les couvertures. Quand on regarde la couverture d'Universal War 2 par rapport aux 6 tomes de Universal War 1 ou de l'intégrale, vous êtes plus passé sur des tons rouge, jaune, orange, et il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, mais c'est dans la premium, vous dites que vous en aviez marre de dessiner de la plomberie spatiale, parce que sinon il y a beaucoup de vaisseaux et beaucoup d'intérieurs de vaisseaux. Et donc il y a une question qui est venue, je me suis dit, est-ce que c'est l'histoire qui conditionne le dessin? Donc est-ce que, en fonction de l'histoire que vous imaginez, vous dessinez ce qui est en rapport, ou est-ce que c'est le dessin qui conditionne l'histoire en disant ça commence à m'emmerder de dessiner des vaisseaux, je vais les mettre sur une planète, comme ça je pourrais dessiner... J'ai encore remonté à l'enfance pour expliquer comment je dessine. J'ai appris à dessiner pour raconter des histoires. J'ai des bandes dessinées de 25 pages que je faisais à l'âge de 8 ans, 10 ans, des 60 pages que je faisais à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire que je n'ai toujours dessiné dans le but de raconter une histoire. Donc de fait, je ne suis pas dessinateur. Je suis auteur de bande dessinée. C'est un tout. Il s'avère que j'ai fini par me hisser à force à un niveau de dessin digne d'un dessinateur, mais ça n'a jamais été pour le dessin en lui-même. Bon, je peux faire un dessin indépendamment, évidemment, maintenant, hein, mais en ça, j'aurais beaucoup de mal à parler de mon dessin sans parler de ce qu'il représente. Vous ne trouverez pas un croquis chez moi, quasiment. Vous ne me verrez jamais avec un carnet de croquis en train de dessiner un truc dans la rue. Je le dessinerai si j'en ai besoin. Pour raconter une histoire. Ce sera toujours En ça, vraiment, le mot auteur qu'on utilise pour la littérature, c'est vraiment le mot qui recouvre ce que je fais. Donc là, c'est l'histoire qui détermine le dessin, en fait. Bah, c'est l'ensemble. Parce que, quelque part, l'histoire, je la dessine. Donc, quand je la pense dans ma tête, elle est en image, tout autant qu'en événement. Donc, je ne peux pas dire non plus que ce soit l'histoire qui prenne le dessus. Parce que, de fait, quand j'ai pensé UW1, et quand j'y pense toujours, quand j'imagine un album, c'est autant des images c'est que des événements, qu'une série d'enchaînements d'événements qui serait l'histoire. Donc c'est vraiment un tout. Bah, c'est vraiment, je fais de la bande dessinée. L'art, cette espèce d'art global là, qui reprend tout ça. J'aurais beaucoup de mal à dire que quelque chose domine, quoi. Voilà. Alors après, le dessinateur, celui qui à la fin passe. Alors, penser une histoire, faire même le storyboard, l'étape brouillon, etc., ça va relativement vite. Fignoler ses dessins, c'est sans fin. Le travail d'un album, pour beaucoup doivent le savoir, mais c'est un an de travail. C'est un travail de moine. Celui-là, j'ai accepté des délais de fou de mon éditeur, hein, qui m'a torturé, etc. Bon, bref. Et j'ai accepté de le faire en 7 mois. Ce qui est totalement fou. Pour réussir à le faire en 7 mois, je n'ai pas pris un week-end, une soirée. J'ai bossé 14 heures par jour pendant 7 mois. Ça vous donne une idée du nombre d'heures qu'il faut pour faire un album. C'est votre travail de moine, c'est vraiment le mot. Alors le dessinateur, techniquement parlant, à des moments, il peut vraiment en avoir marre. Parce que les images sont dans la tête, on est en cours d'exécution, on les fignole. Et à un moment, on est à des heures sur la même image, etc. Et là, à ce moment-là, en effet, quand on a fait 20 images de plomberie spatiale, ce que j'appelle la plomberie spatiale, c'est des tuyaux qui passent dans des couloirs sombres et obscurs avec le panneau exit qui clignote dans un coin, vous voyez, des images classiques du vaisseau de SF. Quand on en a fait 20 pages, je vous assure qu'il y a un moment où... et qu'on fignole et qu'on sait que ça ne sert à rien, c'est juste une ambiance de décor, qu'on est en train de travailler comme un fou pour que les gens tournent les pages comme ça, en lisant l'histoire,
Il y a des moments où on en a marre. Et j'ai même arrêté Universal War 1 à cause de ça. 2 fois. Il y a une première fois, c'est un peu plus complexe. À la fin du tome 6, j'ai fait, là c'est bon, je ne ferai pas le 2. Et pas tout de suite en tout cas. Peut-être que je le ferai, mais il est hors de question que je me retape ce travail du dessinateur final, là, le fignoleur. Et donc j'ai plusieurs fois cherché un remplaçant, etc. à cause de ça, parce que c'est très long, alors que dans ma tête, le bouquin il est quasiment fait au moment où le board est fini, quoi. Je vois les images finalisées, quoi. C'est une sorte d'extraction lourde de minerais là, qu'on met sur la feuille pour obtenir le résultat final. C'est un boulot de cinglé. J'aimerais bien, franchement, quelqu'un invente la machine à extraire les images du cerveau, ça irait beaucoup plus vite. Hein. S'il y a un inventeur dans la pièce. Alors, à un moment donné, vous avez décidé de ne plus travailler que sur palette numérique. Et c'est d'ailleurs, pour revenir sur ce que vous disiez, vous dites que c'est une des choses qui vous a redonné l'envie de faire de la BD en SF. Et moi, je me suis demandé ce que ça changeait de ne plus travailler que en numérique, et en quoi ça vous avait remotivé. Alors on est bien là-dessus. Alors les méthodes à l'ancienne, c'est on fait son crayonné. Quand on est content de sa page bien propre au crayonné, c'est un truc de fou quand j'y repense. On repasse son trait qu'on a eu tant de mal à faire au crayonné à la plume ou au pinceau. C'est hystérique. J'ai fait ça pendant des années, je ne sais même pas comment j'ai pu faire à l'époque. Donc on finit ça, puis quand c'est bien fini, là, on fait la couleur, en essayant de ne pas déborder, etc. Et on passe des heures à finaliser quelque chose qui est au crayonné déjà là en fait. Hein. Alors c'est sans fin. Quand j'ai bloqué, quand j'ai vraiment eu marre de dessiner pour d'autres raisons, mais ça on pourra peut-être en parler, qui était lié au 11 septembre, donc en 2001, j'ai basculé en numérique parce qu'alors avec le numérique, je ne fais plus de crayonné. J'encre directement. Alors je suis pas Michel-Ange ou Giraud, hein, donc j'encre, je rate mon dessin directement. Je rate plusieurs fois d'affilée, j'isole le bon trait. Comme ça, je retente, j'annule, je blanchis, je reviens, etc. Mais je dessine au trait qui est la forme finale de mon dessin. Et c'est très ludique, beaucoup plus ludique. C'est pas plus rapide, c'est même plutôt plus long, mais au moins, il n'y a pas cette espèce d'étape de repassage, de finalisation sans fin. Donc c'est la recherche de la forme idéale au trait, mais directement au trait, au lieu de passer par une étape de préparatoire au crayon, etc. Donc j'ai trouvé vraiment une envie, un plaisir à dessiner. Alors en plus, l'ordinateur, sur papier, donc, quand on avait loupé son ancrage, alors on avait des papiers qui se grattaient, on prenait sa lame de rasoir, on retirait une petite couche, puis on réancrait, on ratait une deuxième fois, on prenait son rasoir, on ratait une petite trouche, il y avait un trou, donc c'était fini. Il y avait l'autre solution qui était, quand on avait raté, on passait un coup de blanco, on remettait son machin. Alors il y avait l'encre qui gondonnait dessus, qui brillait, enfin qu'il ne fallait pas passer la main avant une demi-heure ou sécher ça au sèche-cheveux. Quand on s'était trompé 2 fois, on mettait une deuxième truc. Alors les planches de Loisel, c'est l'Everest. Hein. Moi je plains les gens qui sont chargés de les photographer parce qu'il y a des fois où je pense qu'il y a des ombres portées avec des couchers de soleil, quoi. Donc, mais il a raison parce qu'il s'angoisse pas, Régis, avec ça, il n'a pas envie que ses originaux soient propres. Moi je suis un peu maniaque, donc en fait j'ai toujours eu ce truc-là. Et il y a une limite, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une limite physique, chimique, au nombre de corrections qu'on peut apporter. Alors après, on redécoupe une case, on la recommence, on refait, etc. L'ordinateur, on peut tenter sans fin. Alors l'avantage, c'est qu'on peut arriver au trait ultime comme ça, en réessayant jusqu'à qu'on l'ait. Parfois, c'est très drôle, parce que ça peut être la première fois. Sur le storyboard, ça m'est arrivé de dessiner des choses qui sont dans l'album. Le trait est sorti tout de suite, le bon trait, le trait génial, celui qu'on cherche pendant toute sa vie, qu'on n'arrivera jamais à refaire, mais c'est pas grave. Il sort là et il est sur le storyboard, et comme c'est mes storyboards que je pousse jusqu'à la fin, il y a des bouts de traits qui sont des traits que j'avais, qui sont le premier trait que j'ai fait sur la case, quoi. Et puis, donc on peut refaire comme ça. Alors le défaut, c'est comme on peut refaire, et quand je suis un peu maniaque, on peut refaire sans fin. Il y a des fois où, pour des trucs dans des coins là, où il faut une loupe pour regarder, je me reprends à 50 fois, je passe 2 heures sur un reflet dans un œil, quoi. Donc c'est un outil génial pour prendre des risques et dangereux pour les maniaques. Voilà. Moi j'ai trouvé que dans la BD, il y avait, on va parler un peu de thématique, il y a une forte dimension sociétale. Donc vous avez parlé d'Alan Moore tantôt, effectivement j'y avais pensé aussi en vous lisant. Vous évoquez quand même des thèmes tout à fait contemporains, même dans le futur. Il y a vraiment une espèce de relance lancinante de la nature de l'homme, de la lutte entre l'oppresseur et l'oppressé. Aussi, ça visiblement, vous, le capitalisme effréné, c'est vraiment quelque chose de très prégnant dans cette œuvre. Et je me suis demandé, toutes ces thématiques, parce qu'il y en a plusieurs et très importantes, à quoi elles vous servaient exactement, dans quel but vous vous en serviez? Je vais revenir au début d'Universal War 1 encore une fois. Donc j'avais rien
quand je me suis lancé dans le projet, on m'a dit fais ce que tu veux. Et en fait, j'avais fait mon malin pour obtenir ça, mais je ne sais pas ce que j'allais faire. Et j'ai mis dans le concept initial tout ce qui me passionnait à l'époque. Alors je lisais le monde diplomatique, qui était en train à l'époque de décoder tous les mécanismes de la mondialisation. C'était les tout débuts de cette critique analytique de ce qui était en train de se passer dans le libéralisme international. Et moi j'étais là, je me disais, bah oui, il y a une guerre dont on ne parle jamais, c'est celle des intérêts privés contre les intérêts publics. Les CIC, ça fout les jetons quand même. Oui, mais depuis on a vu, hein, chaque année qui passe, le public recule au profit du privé, à des moments peut-être pour le bien, parce qu'il y a eu peut-être abus de public avec des chapelles qui protégeaient beaucoup plus leurs intérêts que l'intérêt public. Mais de fait, maintenant, on sent bien qu'on se fait dévorer et que chaque citoyen est en train de perdre la protection de l'État aux dépens d'une protection privée qui n'est accessible qu'aux riches, enfin aux gens qui ont de l'argent. Donc c'est avec ça qui me travaillait. Il y avait mon goût de la SF, donc il fallait faire des grandes images de science-fiction, ok. Il y avait, j'étais très choqué à l'époque ça n'a fait qu'empirer, par ce qui se passait en Palestine. Non pas que j'ai quoi que ce soit à reprocher à Israël, ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Israël, etc. C'est simplement, pour moi, Israël, quand une partie je connais quelques Israéliens, c'est des Occidentaux qui sont installés là-bas, mais ils arrivent pour une bonne partie d'Europe ou des États-Unis, ils ont notre mode de vie. Et ils se retrouvent en conflit avec un pays arabe à côté, qu'ils ont en partie conquis, qui est la Palestine. Et moi, je me disais, mais je serais israélien en service militaire, comment je vivrais ça? Puis j'aurais été français pendant la guerre d'Algérie. Comment j'aurais vécu ça? Parce que c'est finalement, par d'un côté, le même genre d'événement. Et à l'époque, ça m'a travaillé beaucoup ma place occidentale, donneur de leçons, en tant qu'occidental, prenant un petit peu pour le centre du monde, celui qui a compris, parce qu'on a inventé la démocratie, la rationalité, on a fait des centrales nucléaires magnifiques, etc. Et allant un peu expliquer au reste du monde comment se conduire, se calmer les enfants agités, etc. Et donc il y avait cette partie-là. Alors j'avais fini par le reporter sur Universal War 2 à l'époque en me disant je ne vais pas pouvoir tout faire dans Universal War 1. Alors ce qui est fou, c'est que par exemple cette histoire-là, quand j'ai repris le scénario, je me suis dit c'est incroyable parce que ça n'a fait qu'empirer. Et au moment où j'ai dessiné les scènes de storyboard, ça commençait à dégénérer en Syrie. On parlait à nouveau du droit d'ingérence, de que doit-on faire en Syrie. Je me disais, voilà, oui, en effet, notre rôle d'occidental, la moitié du temps, j'ai envie de dire, bon, on va y aller, on va arrêter les frais là-bas, on va protéger les populations civiles, mais ça, c'est de l'arrogance coloniale. Puis l'autre moitié du temps, donc je me dis, c'est de l'arrogance coloniale, il ne faut pas y aller, et je laisse des gens mourir. Donc c'est cette espèce de contradiction permanente qu'on a par rapport au reste du monde dont je voulais parler. Parce que, bon, j'écris quand même pour des lecteurs français et maintenant un peu américains avec Marvel, mais voilà, ça s'arrête un peu à ça, à l'Europe. Donc je voulais vraiment exposer ça et à travers des cas concrets. Et c'est ce qu'on voit vraiment dans Universal War 2. Très très fort. Et ce qui est étonnant, c'est que toutes ces questions-là que je me posais à l'époque, en fait, on vit toujours dans le monde dans lequel je réfléchissais en 97. Le libéralisme, la mondialisation n'ont fait que s'accentuer. À l'époque, on ne voyait même pas vraiment arriver la Chine, mais voilà, tout ça a accéléré. Alors, les attentats, la violence, le rejet de l'Occident, parce que fondamentalement, tout ça, c'est un rejet de l'Occident, a explosé avec le 11 septembre. Des scènes que je prévoyais, des scènes d'attentats, moi je pensais à l'époque au GIA, aux attentats à Paris de quelques Algériens fous, je pensais aux attentats de l'OLP, qui n'étaient pas là, musulmans, mais qui étaient au contraire très politique et laïque. Je pensais à tout ça, et puis alors depuis, évidemment, l'attentat c'est devenu notre quotidien, quoi. Enfin, y a une bombe qui rase une place de marché à Bagdad, on n'en parle même plus, quoi. Donc tout ça, ce qui est fou avec Universal War 1, c'est que je dis pas que j'ai eu raison, que j'ai prévu l'avenir. Ce que je constate, c'est que le monde auquel je réfléchissais en 97, il continue son chemin, et qu'en fait, cette guerre, alors, quand j'avais eu guerre universelle quelque part, évidemment, c'est un titre de science-fiction, et pour moi, c'est que la guerre, elle est partout, dans toutes les strates de la société. Elle est au niveau social, où il y a une guerre des riches contre les pauvres actuellement, qui se traduit par un enrichissement des riches et un appauvrissement des pauvres, dans toutes les statistiques. Il y a une guerre du privé contre le public, dont je parlais tout à l'heure, qu'il y a une guerre de l'Occident contre une partie des cultures plus ou orientales ou traditionnalistes, qu'on est dans des espèces de guerres qui n'ont jamais de nom, pour les trois quarts qui sont même cachés, mais qui font des morts
à long terme pour une partie. C'est-à-dire que les morts des guerres économiques, on les compte au bout de 50 ans, mais ils sont là. Les morts de faim parce qu'on trafique sur la nourriture, ils existent, hein, mais simplement toutes ces choses-là. Et moi j'ai l'impression qu'on croit être en paix depuis 39-45 et qu'en fait on est en guerre permanente depuis au moins les années 70, depuis les premiers chocs pétroliers, que c'est là que ça s'est accéléré, quoi. Et c'est vraiment de ça dont je parlais parce que je pense que cette guerre non dite, cet état de guerre permanent, cette guerre universelle à tous les niveaux de notre vie, même dans l'entreprise, il y a des choses qui sont montées de manière très dure dans les rapports. Le management moderne, à toute une époque, a fait la guerre à l'employé, ce qui est très étrange comme manière de conduire une société. Heureusement, ça va s'arranger ça. Mais voilà, c'est tout ça dont je voulais parler. Donc, c'est des choses qui... Et je trouve pas que dans l'ensemble, ça soit beaucoup arrangé, quoi. Non, ça se ressent un peu. Hein. C'est pas la BD la plus joyeuse qu'on ait lue, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est interpellant. Donc c'est aussi une preuve, c'est mon grand cheval de bataille, moi qui m'occupe du rayon SF, qu'on peut lire de la SF et retrouver des thèmes contemporains et avoir une lecture qui parle. Donc il ne faut pas forcément lire Proust. Proust est très bien, je ne critique pas Proust, mais ce que je veux dire, c'est que la SF, donc ce qu'on pourrait appeler un sous-genre qui est un mot abominable, peut aussi parler aux gens et on peut aussi faire des choses brillantes en SF, aussi bien en roman qu'en BD. Universal War 1 et Universal War 2 en sont. Donc il faut les lire parce que ça permet aussi de diversifier ces genres. Et donc je vous conseille vraiment de lire, pour ceux que je pense qu'il y a quand même un bon public d'initiés, donc de lire le premier tome du deuxième cycle. Pour ceux qui ne le connaissent pas, de lire le premier cycle, parce que sinon vous n'allez rien comprendre à celui-là. Donc, alors là, j'ai tout fait pour qu'il soit accessible. Moi, franchement, je me suis dit, est-ce que... j'ai eu confirmation parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des journalistes qui découvrent, parce que Casterman a un réseau de relations que n'avait pas. Et ils arrivent à tout... ils m'ont parlé de ce bouquin-là, ils m'ont dit, oh, j'ai bien senti qu'il y avait 2-3 trucs qui n'étaient pas expliqués. Non, réellement. Ouais. Ah oui. Moi, je pense que content. Hein. Je pense que pour vraiment... Je me demande si on peut vraiment savourer Universal War 2 à sa juste valeur et à sa pleine valeur sans avoir lu là. Ce serait un débat assez intéressant, mais pour que tout le monde ait... à sa juste valeur, non, parce qu'évidemment qu'il est nourri par tout ce qui se passe avant. Enfin, heureusement qu'en mettant 6 tomes avant, ça a plus de sens après, quoi. Voilà. Donc on va s'arrêter ici, on va voir s'il y a des questions dans le public, si vous voulez échanger, et après donc il y aura forcément une séance de signature. Je remercie déjà tout le monde d'être venu ce soir écouter Denis Pajram parler avec nous. Je ne sais pas maintenant s'il y a des questions. Bonsoir. Ça a été très intéressant d'écouter votre relation avec les dessins. Parce qu'on a compris que pour vous, les dessins, ça doit être au service de l'histoire. En fait, si j'ai bien compris, vous faites un effort particulier dans les dessins. Dans ces conditions, ma question est la suivante. Sur un projet de longue haleine comme celui-ci, pourquoi ne pas avoir une équipe, donner plus continuité? Parce que vous avez dit que vous avez stoppé 2 fois déjà Universal War 1, c'est donner la possibilité d'autres projets. J'ai beaucoup aimé Trois Christ personnellement. Alors, j'aimerais savoir si vous avez considéré ces possibilités ou vous vous sentez vraiment très lié aussi au niveau des dessins à l'histoire. Merci. J'ai fait donc 2 essais avec des dessinateurs carrément qui reprenaient tout. Le premier, c'est Jean-Michel Ponzio qui depuis a fait carrière. Il avait fait un très bon essai. Enfin, c'était pas au point, parce qu'il aurait fallu qu'il fasse plus de pages, hein, évidemment. Mais à l'époque, j'ai arrêté parce que moi, je me sentais pas prêt et que j'étais pas content de mon storyboard. Et que je me suis dit, bon. Alors, le second essai, c'était avec Arnaud Boudoiron, qui depuis aussi a fait quelques très bons bouquins, qui était vraiment très bien, encore une fois. Moi, c'est avec Arnaud que j'ai définitivement dû admettre un truc que j'avais pas compris. Pour moi, j'étais un dessinateur réaliste et je faisais le job. C'est-à-dire que je représentais au mieux les choses. Or, il s'avère, j'ai vu ça en voyant les planches des autres, que j'ai un style. Et ça, je ne l'avais pas compris avant. C'est-à-dire qu'on reconnaît ma manière de faire de la bande dessinée de loin. C'est différent de la manière de faire des autres. Et ça, je ne l'avais pas compris. Pour moi, quelque part, je faisais de la bande dessinée normale, etc. Et en fait, non. Et si je prends des assistants, des aides, je rentre dans le rang, et on va me le reprocher, et à juste titre. J'ai réussi à construire une sorte de chose qui a son autonomie, ses défauts, ses qualités. D'abord, un style, je ne sais plus si c'est Tardy qui disait ça, c'était la conséquence de tout ce qu'on ne savait pas faire. Et je crois que c'est en effet une définition très juste du style. On passe sa vie à essayer de tout faire, mais on n'arrive pas. Et donc, on trouve des solutions pour contourner les problèmes, et ça devient un style. Et voilà, j'ai mon style. J'ai résolu mes problèmes comme je pouvais avec mon truc. Et si je prends un assistant, ou alors je lui apprends à faire mon style, j'en fais mon petit esclave. Et c'est pas ma manière d'envisager de travailler avec un autre être humain. Déjà, ça me rend furieux quand je vois des gens faire 5 heures de queue parce que je trouve que c'est une position humiliante pour eux.
pour avoir une dédicace. Alors, c'est pas pour avoir un petit esclave à la maison qui va tracer mes tours de case et essayer d'imiter ce que je fais moi. Donc en fait, voilà, à un moment, il a fait que je me dise, t'as mis beaucoup de toi là-dedans, ça te coûte cher, mais c'est comme ça, maintenant c'est foutu, c'est la recette. C'est comme la recette aux truffes, les années où il n'y a pas de truffes, il n'y a pas de recette aux truffes. Quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Non, on va remercier encore une fois Denis Bajram d'être venu avec nous. Merci à vous tous.